Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour ce café littéraire qui ouvre le salon du Maghreb et de l'Orient. On est sur un sujet, on commence fort, enfin, les gens qui ont organisé les festivités nous font commencer très très fort autour d'une histoire qui est une espèce de haine qui finit par devenir ronce, mais qui n'est pas toujours haineuse, c'est quelque chose de très très compliqué. Et on va essayer de le faire un peu tranquillement avec des ouvrages qui justement parlent de manière totalement précise et apaisée de cette histoire, dont peut-être l'ouvrage court de Benjamin Stora, qui est en fait une conférence qui a été prononcée il y a quelques temps, Juifs, musulmans, la grande séparation, publiée à l'Esprit du Temps, va peut-être justement nous permettre de rentrer un peu dans cette histoire, de la recontextualiser, mais surtout de l'historiciser un peu, hein, bien montrer qu'on n'est pas sur quelque chose qui est actuellement une découverte. Nous accueillons également parmi nous Mohamed Chirani, qui a travaillé dans des lieux comme Sevran, notamment, il nous en parlera, et un peu plus fort, un peu plus le micro au fond de la gorge. Ok, donc tout le monde retient qu'il faut avoir le micro au fond de la gorge. Donc, qui présente, après un premier livre qui s'intéressait à Réconciliation française, notre défi du vivre ensemble, et qui est Islam de France, la République en échec, là quelque chose qui est plus qu'un programme, et on va un peu rentrer dans cette histoire-là, mais auparavant, on aura abordé l'ouvrage coécrit, qui est une série d'entretiens, plutôt entre Farhad Khosrow-Khabar et Michel Vivorka, les Juifs, les musulmans et la République, tout simplement parce qu'il s'agit effectivement de faire intervenir ce troisième acteur essentiel qui est la République, hein, et qui joue un rôle non négligeable. Donc ces ouvrages abordent la question de la possibilité de l'entretien, du dialogue, sauf que nous avons aussi deux textes qui traitent très directement de ce dialogue. D'abord, le livre qui a été aussi un livre d'entretien entre Delphine Orviller et Rachid Benzine, ici, des 1001 façons d'être juif ou musulman, qui est un dialogue extrêmement intéressant, mais qui est un dialogue réel. Et puis cette proposition que nous fait Adil Jazouli, Marie, Myriam et Myriam, nous expliquera quelles sont les vertus de ce titre, 3 Françaises, un attentat. Et Adil Jazouli est anthropologue, ethnologue, sociologue, a fait de très nombreuses études sur des questions liées à cette situation. Et là, pour la première fois, il propose un roman. Donc on a aussi cet exercice d'écriture très particulier. Hein, on a plusieurs ici modalités rédactionnelles. Je pense les gens qui ont préparé cette rencontre n'y avaient pas songé, mais on a effectivement du texte qui est prononcé, de l'échange, de la conversation, il y a de l'écriture de l'essai, et puis il y a une écriture fictionnelle et romanesque. Voilà, je propose qu'on commence avec vous, Benjamin Stora, et que vous recentriez peut-être la nécessité de prononcer cette conférence, et surtout dans le lieu où ça a été prononcé. Oui, bonjour, merci d'être venus si nombreux cet après-midi au salon du Maghreb Orient des livres. Cette conférence, je l'ai prononcée effectivement dans le festival d'histoire de Blois en 2015, suite à la publication d'un autre ouvrage qui était l'histoire des relations entre juifs et musulmans, que j'avais sorti en direction conjointe avec Abdelwahab Meddeb, qui était paru chez Albin Michel. Et j'avais fait cette conférence en 2015 parce que je m'étais aperçu, entre-temps Abdelwahab Meddeb était décédé, je m'étais aperçu à la fois qu'il y avait
un intérêt incroyable pour cette histoire très ancienne, enfin très longue plutôt que très ancienne, qui a duré presque 1500 ans entre juifs et musulmans, puisqu'on avait vendu beaucoup d'ouvrages entre 2013 et 2015, je crois 20 000 ouvrages ont été vendus, ce qui était comme un livre assez cher, et donc il y avait un intérêt très fort pour cette publication, et en même temps, dans le même temps, il y avait la séparation, c'est-à-dire il y avait à la fois un intérêt très fort qui se manifestait pour cette histoire disparue, et puis en même temps une séparation très forte qui existait entre les communautés, notamment dans l'année 2015, après l'attentat de l'Hypercacher, Charlie bien sûr, et donc je me suis mis à réfléchir sur les moments, les circonstances de cette séparation. Et à partir de là, il y avait deux interprétations de lecture possibles. Je ne vais pas être trop long ici parce que je ne vais pas refaire, bien sûr, ce soir, la conférence que j'avais prononcée en 2015, mais simplement vous livrer quelques points de réflexion, puisqu'on a assez peu de temps dans le fond. En fait, la première interprétation possible de la séparation serait à chercher exclusivement dans des, disons, des explications religieuses, de type coranique ou autre. C'était la possibilité de dire, dans le fond, cette séparation a toujours existé à l'état latente et elle s'est manifestée au grand jour 1500 ans plus tard. C'est à peu près ce type d'interprétation qui s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment en France. En fait, moi j'ai voulu essayer d'expliquer les conditions d'un éloignement ou d'une séparation sur le plan historique, sur un siècle en fait fondamentalement, et non pas exclusivement à partir de la lecture de textes religieux. Et dans cette séparation, il y a plusieurs seuils, plusieurs points qui m'apparaissaient tout à fait marquants. Le premier, c'est le rapport, bien sûr, ça a été dit, mais il faut l'expliquer, l'irruption, disons, d'une modernité forcée par la question coloniale, qui, au XIXe siècle, a fait irruption dans le monde, entre guillemets, indigène. Alors, on a beaucoup parlé, bien sûr, du décret Crémieux, mais indépendamment de la question du décret Crémieux, il y avait pour les communautés juives en Orient la possibilité de sortir de leur statut de la dhimitude, c'est-à-dire de la sous-citoyenneté qui existait dans le monde musulman jusqu'au 19e, 20e siècle même. Et donc, par conséquent, il y avait une interrogation sur à la fois le fait que les communautés juives, à partir de l'Algérie notamment, allaient vers l'Occident en restant sur place, c'est-à-dire en habitant toujours en Orient, mais en allant vers l'Occident, et en acceptant, disons, le principe de l'égalité politique, et non plus simplement la loi communautaire, et donc le refus de la hiérarchisation sur des bases exclusivement religieuses. Ce mouvement-là est un mouvement très profond, qui a touché les communautés juives, mais, et c'est là où j'apporte effectivement une précision historique, c'est qu'elle avait touché également les sociétés musulmanes, et pas simplement la communauté juive. C'est-à-dire que la question de l'égalité politique va elle aussi être portée par les élites plus tard, notamment appartenant au registre du nationalisme politique, qui voudront elles aussi se combattre sur la question de l'égalité politique, et donc de le refus de l'assignation à résidence identitaire de manière exclusive. Donc il y a une transformation en profondeur qui va s'opérer tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans le rapport à l'égalité politique et culturelle, qui touchera les deux communautés dans des registres différents. Ça, c'est un point qui me semble, disons, extrêmement important. Le second point, bien sûr, c'est le rapport, entre guillemets, au nationalisme, en fait. La question des nationalismes politiques, c'est-à-dire l'appartenance à des territoires, notamment, ou la référence imaginaire ou non à des territoires constitués, au début du XXe siècle, va fabriquer le nationalisme arabe, bien sûr, et la question anticoloniale, mais également ce qu'on appelle le sionisme politique. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans ce début du XXe siècle, des séparations qui vont s'opérer avant même la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la création de l'État d'Israël qui va expliquer la séparation définitive, mais la question, disons, des rapports très importants aux différents nationalismes, la façon qu'on a de concevoir l'idée même, disons, de nation. Et donc ça, c'est à mon sens, après la Première Guerre mondiale, et ce que j'expliquais dans le détail dans cette conférence, ce sera donc la condition de cette seconde séparation
notamment au moment de la période dite de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire les années 1939, où là on a effectivement une seconde séparation. Puis une troisième séparation qui va s'accentuer bien sûr au moment de la création de l'État d'Israël en 48-50, mais aussi en même temps dans le processus de décolonisation. C'est-à-dire que la question de la décolonisation, c'est-à-dire le passage aux indépendances politiques dans les années 50, va aussi creuser les différences. Parce que le type, disons, d'engagement politique anticolonial ou nationaliste oblige aussi les communautés minoritaires à se déterminer par rapport au projet national. Et là aussi, il y a des séparations qui vont s'opérer de manière très importante et qui vont se poursuivre tout au long des années 50. Et là, on a effectivement un troisième temps qui va creuser, disons, l'éloignement, puis la séparation, pour aboutir enfin à un quatrième temps qui est beaucoup plus récent et beaucoup plus actuel, disons, qui est le passage à la définition de l'État-nation moderne dans les pays dits entre guillemets musulmans et qui vont ou non donner la pleine citoyenneté ou non aux minorités. Et cette question-là est une question touchant la démocratie politique plus qu'à la religion. C'est-à-dire que la question pour moi, à mes yeux, et je conclus cette conférence là-dessus, touche plus à la question des apprentissages citoyens et démocratiques dans ce qu'on appelle le monde arabe, le monde musulman, enfin qu'importe les termes, les étiquettes, on ne va pas faire des congrès de sociologie là-dessus. C'est plus à voir avec le problème de la naissance de l'individu citoyen, le rapport à l'apprentissage démocratique, que simplement à la lecture, disons, de textes religieux qui viendraient hiérarchiser, exclure ou mettre disons, à l'écart telle ou telle communauté ou telle minorité. Voilà à peu près les quatre grands axes que j'ai développés dans cette conférence à Blois, et je terminerai simplement pour ne pas être trop long, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, et on a très peu de temps, et puis ensuite il y a la parole à la salle, mais ça fait quand même beaucoup de trucs. Donc je terminerai en disant que les derniers rapports recensement que vous connaissez nous montrent une baisse des actes, disons, antisémites, racistes ou islamophobes dans ce pays en France dans l'année 2017. Donc il y a la possibilité, disons, ce sont les rapports officiels qui ont été, je crois, diffusés hier ou avant-hier. Donc il y a, hier je crois. Donc il y a par conséquent aussi une interrogation à avoir sur les possibilités, ce sera je crois le cas des arguments qui seront développés juste après moi, c'est-à-dire le fait qu'il y a progressivement aussi en France et en situation diasporique, c'est-à-dire en situation migratoire, le fait de rechercher peut-être des points possibles de regard réciproque des uns sur les autres par réactivation d'une mémoire ancienne judéo-musulmane. Cette question de la réactivation d'une mémoire ancienne, je termine par où j'ai commencé, est une très grande question, à la fois naturellement culturelle, historique, mais aussi politique. Ou bien nous décidons de réactiver cette mémoire ancienne de 1500 ans d'existence commune, c'est beaucoup 1500 ans, hein, c'est pas 3 ans, ou bien on décide que cette histoire appartient définitivement au passé et qu'elle ne peut plus être réactivée. C'est là les termes des nouveaux défis, selon moi, qui sont posés, qui sont à l'ordre du jour pour les années qui viennent. Voilà, je vous remercie. Merci Benjamin Stora. Alors effectivement, dès qu'on aborde les questions, tout d'un coup la parole prend beaucoup d'ampleur, non pas parce que les uns et les autres sont plus volubiles, mais c'est effectivement le fait que, moi je me rends compte, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en commençant, je suis quand même très impressionné d'être au milieu de cet aéropage de gens qui réfléchissent depuis très longtemps à ce type de questions, mais c'est pas une plaisanterie. On se rend compte effectivement de la masse de paramètres et de la masse d'informations qu'il faut arriver à prendre en charge pour éviter d'être réducteur. Alors, parmi ces étapes de prise en charge, je me tourne vers vous, Mohamed Chirani, parce que, justement, dans le cadre de la présence de tel ou tel citoyen
Et dans le cadre de cette rencontre, qui est souhaitée ou qui est difficile, l'enjeu est que le paysage de la République puisse faire un vrai travail d'accueil. Or, votre ouvrage est sous-titré « La République en échec ». Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus justement de précision par rapport à ce constat? D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je vais parler en français, citoyen, musulman, d'origine algérienne, vivant dans une république laïque. Oui, en fait, il y a plusieurs sujets. Donc, c'est un petit peu... pour essayer de répondre à cette question, et dans cet espace que nous offre la République de laïcité, où il y a les deux plus grandes communautés ou composantes musulmanes et juives d'Europe. Donc, si on prend les chiffres, 6 600 000, vous savez, c'est toujours approximatif. Mais ça reste les deux plus grandes composantes diasporiques, musulmanes et juives d'Europe dans cet espace qui est la République française. Tout d'abord, je voudrais commencer par une petite anecdote. J'ai un petit peu honte de la raconter, mais comme j'avais entendu M. Adil Jazouli il y a quelques jours présenter son livre Mariam, il a dit des fois il faut dire les choses. Il faut dire les choses, il faut les poser pour pouvoir avancer. Parce que si on ne dit pas les choses, ça reste caché et les problèmes apparaissent plus tard. Donc il faut essayer de dire les choses. Donc je suis né en France et à l'âge de 9 ans, je suis parti en Algérie, vivre avec mes parents. Mon père, à l'époque, ouvrier des chemins de fer, avait décidé de rentrer vivre définitivement en Algérie. J'arrive en Algérie en 86, c'est le début du choc pétrolier qui aboutira à une crise économique, qui aboutira à la révolution algérienne, le printemps algérien, 25 ans, un quart de siècle avant les printemps arabes. Sur fond de montée de l'islamisme politique et de l'intégrisme et du fondamentalisme sous toutes ses formes. Parce qu'il y avait des islamismes, il n'y avait pas un seul islamisme. Et dans ce contexte-là, on est en 91, 92, contexte de la guerre d'Irak, contexte de la montée du Front islamique du salut, montée en puissance de l'islamisme politique. Je tombe sur un livre, version en arabe, Les protocoles des sages de Sion, qui a été écrit par un espion polonais, russe, je crois au début fin du 19e, début 20e, pour dénigrer les juifs. Et ce livre a été traduit en arabe et islamisé. Ça veut dire qu'il y a la traduction, mais on rajoute une touche islamiste. Ça veut dire un discours religieux. Donc je lis ce livre et après, je me rappelle que dans mon enfance, avec mon père, quand il allait faire ses courses à Barbès avant d'aller au bled, charger les valises, il avait plein d'amis juifs de Tlemcen qu'il avait rencontrés. Il allait les voir, il discutait avec eux, et il parlait en arabe, en dialecte et tout. Et je me suis rappelé de ça, je viens voir un soir mon père, après avoir terminé ce livre, et je lui dis, papa, tu te rappelles quand tu allais à Barbès et tu discutais avec les juifs, les gens que tu connaissais de Tlemcen à l'époque, ils n'étaient pas un peu bizarres? Il me dit, comment ça bizarre? Je sais pas, ils voulaient pas te faire un truc, ou ils n'avaient pas des intentions malveillantes. Et là, mon père me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je lui dis, je viens de lire plein de choses dans ce livre, je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans les protocoles de sage de Sion. Et là, mon père, il me fout une gifle, et je le remercie pour cette gifle, paix à son âme. Et il m'a dit, mon fils, écoute bien, dans la vie, il y a des bons et des mauvais dans chaque peuple, chaque tribu, chaque pays. Il m'a dit, il ne faut jamais généraliser et arrête de lire ce genre de livre. Mon père était analphabète, il ne savait pas lire, mais il m'a dit, arrête de lire ce genre de livre. Je dis ça parce qu'il y a aussi le choc des ignorances. En Algérie, il n'y a plus de juifs depuis 62, officiellement. Donc, M. Stora a fait un travail là-dessus. Et quand je me promenais à l'époque à Del Blihoud, c'est-à-dire le quartier juif de Tlemcen, et ce qu'il en restait d'une ancienne maison ou synagogue, parce qu'il n'y a plus de synagogue, j'étais en train de penser à Tlemcen à l'époque de 50, 60, où c'était une ville cosmopolite. Je ne suis pas nostalgique de la colonisation a fait trop de mal, mais je suis nostalgique par contre du vivre ensemble et des communautés et des composantes qui vivaient ensemble. Là-dessus, je suis nostalgique. Donc,
le destin ou la providence a fait en sorte que je sois franco-algérien, puisque né en France, de parents nés dans des départements qui étaient français à l'époque. Je reviens en France, à l'âge de 19 ans, 20 ans, je découvre les quartiers sensibles. Je me suis engagé en temps après mes études en tant que délégué du préfet pour les quartiers sensibles. Aujourd'hui, je travaille en matière de lutte contre la radicalisation. Et je vois, et je vais parler aussi, ça veut dire, je reviens à cette question, moi, musulman, français, au XXIe siècle, dans un pays qui est la France, qui connaît aujourd'hui de grands troubles et crispations identitaires, dans ce pays qui a connu de grands attentats terroristes qui ont eu un retentissement mondial, quand on se rappelle la marche après les attentats de l'Hypercacher et Charlie, et comment le monde entier était braqué sur la France. Et là, en fait, il y a un devoir qui nous incombe dans les religions monothéistes, qui est le devoir du témoignage, qui est exprimé de différentes manières dans la Bible, la Torah ou le Coran. Le témoignage, shahada, être témoin. Être témoin de Dieu ou de notre religion là où nous sommes. Certains pourraient voir la montée de l'antisémitisme, le terrorisme, les crispations identitaires, le conflit israélo-palestinien avec toutes les répercussions qu'il a sur notre territoire, des incidents dramatiques et condamnables et regrettables comme l'agression d'un jeune juif de 8 ans qui porte la kippa, mais aussi de l'islamophobie montée de l'extrême droite. Et en fait, c'est là où je pense à un verset du Coran qui dit « À chacun de vous, nous avons établi une loi et une voie à suivre. Votre retour se fera vers Dieu. Il vous a fait don de la diversité, concurrencez-vous dans l'accomplissement du bien. Votre retour se fera vers Dieu et il expliquera vos différences. » Et je vois ça comme un défi lancé par la Providence au moment où il y a une épreuve de clash, de tension, de crispation identitaire. C'est là où les gens qui sont témoins doivent agir pour essayer de faire au mieux, de vivre en harmonie, quelles que soient nos religions, nos différences, musulmans, juifs, dans cet espace laïque qui est un espace très particulier dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, on a connu des régimes ou des systèmes politiques où il y avait une religion dominante qui tolère d'autres ou qui oppresse d'autres, ou des religions qui sont reconnues et qui laissent les autres s'appliquer. Mais là, on est face à un pouvoir ou une autorité qui est neutre, qui ne reconnaît pas la religion, ou qui met en place cet espace de neutralité où toutes les religions peuvent s'exprimer sans dominer les autres, où sans qu'aucune religion n'impose sa vision sur les autres. Donc c'est une opportunité historique, dans la mesure où, dans cet espace-là, il y a un défi aussi de faire œuvre de communauté citoyenne. Parce que la communauté spirituelle relève du ciel. Et ça, ce n'est pas le travail de la République ou de la laïcité. Elle garantit seulement cet espace de neutralité, de liberté religieuse qui permet à ces communautés spirituelles de s'exprimer et de vivre dans ce cadre qu'offre la République. Enfin, je vais conclure sur un point important. Ça nous semble aujourd'hui évident, la laïcité, la liberté religieuse, parce que nous vivons dans cette période. Mais dans l'histoire de l'humanité, où la majorité de l'histoire de l'humanité, c'est une histoire d'exil, de répression religieuse et d'imposition de culte unique. D'ailleurs, le Coran, quand il parle des premières émigrations et premières expulsions et exils, l'exil le plus répété, c'est l'exil des Juifs de la terre d'Égypte. Et il y a cette discussion entre Moïse et Pharaon. On ne vous demande rien du tout, à part adorer Dieu. Laissez-nous juste la liberté d'adorer Dieu et ne nous faites pas de mal. Et ils sont obligés de partir et de quitter, vous connaissez la suite. Il y a aussi le départ d'Abraham, parce que son père veut l'obliger à adorer ses idoles. Et il y a aussi la hijra des musulmans de la Mecque
pour la seule raison qu'ils ont dit Dieu est notre Seigneur. En guise de conclusion, je voulais citer un verset aussi qui parle de Shahada des Juifs. Quand Dieu il parle du peuple de Moïse, il dit il y a parmi eux des gens qui sont des témoins de justice et de vérité. Et ces témoins de vérité et de justice, ils ont existé durant toute l'histoire et il y en a encore aujourd'hui, y compris autour de cette table. Et je remercie ces intervenants que j'admire et dont je me suis beaucoup nourri de leur écriture et de leurs ouvrages. Merci beaucoup. Merci Mohamed. À chaque effondrement d'épreuves, le poète répond par une salve d'avenir, écrivait René Char. Je me tourne vers vous, Michel Viavorka. Alors justement, Mohamed disait un instant, il faut avancer, il faut mettre en place les conditions d'une rencontre à nouveau, dépasser cette histoire dont nous a parlé Benjamin Stora tout à l'heure. Et vous avec Farhad Khosrow-Khavar, qui a beaucoup travaillé sur la question de la radicalisation dans les prisons, à une époque où personne n'en parlait. Je me souviens, j'ai fait rentrer les livres de Farhad Khosrow-Khavar dans des bibliographies sur les écritures francophones dans les années 2000. Donc c'est un peu ancien. Vous-même qui avez beaucoup travaillé sur la question de l'antisémitisme, vous travaillez ensemble, on a un échange particulièrement dense autour des conditions dans lesquelles cette rencontre et ce dialogue peut devenir possible. Merci beaucoup. Je trouve que cette rencontre a une tonalité très singulière. Je pense que dans la salle, tout le monde le sent bien. On est là pour analyser. On est là pour se demander comment affronter des questions et c'est une rencontre où on se mêle la raison, l'analyse et disons, l'émotion, les sentiments et je trouve ça très sain et très belle. On est tout de suite dans des problèmes compliqués. Je dirais même, avant même de publier un livre sur la couverture duquel il est écrit « Les Juifs », il faut s'arrêter et se dire est-ce qu'on met une majuscule ou une minuscule? Parce que quand on dit « les Juifs » avec une minuscule, on les désigne par la religion. Quand on dit les Juifs avec une majuscule, on les désigne comme peuple, comme nation. Et donc ça complique tout de suite la discussion. Si on veut mettre Juifs et musulmans sur un même plan, car d'un côté, on a donc les musulmans, une religion, même si on peut se poser la question de la culture musulmane, ce genre de choses. Enfin, quand on dit les musulmans, c'est clairement une définition d'un ensemble de personnes qui se définissent religieusement. Alors que quand on dit les Juifs, alors là, ça commence à partir dans tous les sens. La meilleure définition que j'ai lue de l'identité juive, sous la plume d'un bel esprit qui s'appelait Richard Marienstrass, dans les années 60, il avait publié un livre qui s'appelait « Être un peuple en diaspora », et il dit la meilleure définition d'identité juive. Ben, je vais vous le dire. Les Juifs passent leur temps à se demander ce qu'est l'identité juive. Et c'est ça l'identité juive. Donc vous voyez, on rentre tout de suite dans des choses compliquées. Alors je dois dire un mot de ce dialogue. Il se trouve que je connais Farhad Khosrow-Khavar depuis très longtemps. Nous étions, lui et moi, et c'est significatif, étudiants d'Alain Touraine. Et donc sociologue. Et puis il a disparu, complètement, un beau jour, avant la révolution iranienne. Il s'est enfoui en Iran pendant la révolution iranienne. Il en a tiré un doctorat d'État exceptionnel qui nous explique encore bien des choses, je vous le dis au passage, où il étudie en particulier le phénomène Basiji, c'est-à-dire des jeunes qui par dizaines de milliers, peut-être même de centaines de milliers, voulaient mourir sur le champ de bataille de la guerre Iran-Irak. Et ça aide à réfléchir à une chose, c'est que dans l'islamisme, le djihadisme, toutes ces questions-là, la religion est centrale parce qu'elle est ce qui peut-être permet à l'acteur de basculer, d'avoir envie de basculer dans l'au-delà. Et pourquoi les Basiji voulaient mourir? Pas du tout pour aider Khomeini et la révolution, mais parce qu'ils pensaient que la révolution avait échoué. Donc vous voyez qu'il y avait tout de suite une thématique intéressante. Il est revenu d'Iran, on a continué à faire des choses ensemble, un mélange, là encore, d'amitié, d'émotion, si vous voulez, et de raison. On a beaucoup travaillé ensemble, et Adil a fait partie à certains moments
de ses aventures sur, je le dis très vite, les banlieues, l'immigration, enfin bref, cet ensemble de questions. Et on a travaillé ensemble sur l'antisémitisme. Il a fait partie d'une équipe de recherche que j'avais mise en place pour étudier concrètement sur le terrain ces phénomènes, et pas simplement dans les discours des médias. Et il me talait depuis des années, ça faisait au moins 3 ou 4 ans, Michel, il faut que nous fassions un livre pour dire que les juifs et les musulmans doivent discuter ensemble pour régler les tensions, les difficultés. Et à chaque fois, je disais, écoute, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et en plus, j'avais une très grande inquiétude de voir une telle discussion devenir une sorte de dialogue œcuménique dans lequel je n'avais absolument pas ma place. Et puis il insistait tellement qu'un jour, nous avons décidé ensemble de demander à quelqu'un de nous aider en branchant le magnétophone, en enregistrant. Nous avons décidé de discuter. Et on aboutit à ce long dialogue. Alors, des choses très importantes ont déjà été dites. On ne peut pas réfléchir à ces questions sans prendre en compte l'épaisseur de l'histoire. C'est ce que tu viens de nous rappeler, Benjamin. Et on ne peut pas réfléchir à ces questions sans réfléchir à un troisième terme, un triangle, la République. Et donc, les Juifs, les musulmans, la République. Et nous avons réfléchi en commençant par regarder un peu quelle était l'histoire en République des musulmans d'une part, des Juifs d'autre part. Et là, les différences, évidemment, sont considérables. Considérables. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais un point nous a sauté aux yeux, et je ne vais pas être long, donc je vais insister sur ce point très précis, parce que je trouve qu'il nous aide à réfléchir. Si on prend l'expérience des Juifs de France, on dit Juifs aujourd'hui, il y a 50 ou 60 ans, on disait Israélite, un mot qui a totalement disparu même de notre horizon. Les Juifs de France, jusque dans les années 60, je simplifie, vous me permettrez d'y aller à grande serre, sont des Israélites, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans un modèle républicain qui consiste à dire, en gros, vous faites ce que vous voulez en privé, mais dans l'espace public, vous êtes des citoyens comme les autres. Ni plus, ni moins. Donc il n'y a pas à entendre une voix juive forte dans l'espace public, puisque dans l'espace public, vous êtes des individus, libres et égaux en droit, vous n'êtes pas une communauté. Et puis, à partir de la fin des années 60, tout ceci se transforme énormément. Alors, ces transformations ont quelque chose à voir avec l'État d'Israël, a quelque chose à voir avec, évidemment, l'afflux des Juifs d'Afrique du Nord, a quelque chose à voir aussi avec les transformations de l'antisémitisme qui régresse considérablement. On est dans le contexte qui suit le Concile Vatican II, l'Église catholique abandonne les accusations de juifs déicide, peuple déicide, etc. Et on entre dans une douzaine ou une quinzaine d'années où les Juifs de France vont prendre confiance en eux-mêmes, être plus visibles dans l'espace public, tout en étant profondément républicains. Et on va avoir ce que nous avons appelé, Farad et moi-même, un modèle néo-républicain très harmonieux, dans lequel un certain nombre de personnes, les Juifs de France, les Juifs en France, je n'entre pas dans cette discussion, se sentent profondément attachés à la République, mais aussi pouvant vivre assez publiquement dans l'espace public leur judéité ou leur judaïsme. C'est-à-dire que les uns organisent des grandes manifestations 10 heures pour Israël ou 12 heures pour Israël, je ne me souviens plus. D'autres disent au moment de l'attentat, à la fin de cette période, au moment de l'attentat de la rue Copernic, les Juifs sont dans la rue, alors que le modèle républicain ne le prévoit pas vraiment. Et donc, c'est une époque où l'antisémitisme est à la baisse, où l'image d'Israël est très positive, et où l'antisémitisme donc n'est plus un obstacle aussi fort qu'avant. Mais malheureusement, oui, très mal perçu. Exactement, exactement. Et puis arrivent les années 80. Et là, pour toutes sortes de raisons, les choses ont commencé à basculer. D'abord, ne l'oublions pas, le négationniste, Forisson, Darquier de Pellepoix, le premier qui déclare, à la fin des années 70, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Et ça fait la une de l'Express. Ensuite, je crois que c'était l'Express. Le négationniste. Ensuite, des accusations qui vont compléter ça en disant « Shoah business ». Ok, d'accord, les chambres à gaz ont existé, les Juifs en tirent profit. Et puis, l'image d'Israël commence à se ternir, et elle ne cessera pas de se ternir. Je pense qu'un moment décisif, c'est 1982, l'opération militaire au Liban,
les troupes israéliennes n'obéissent pas aux demandes des Nations Unies de rentrer chez elles. Et deuxièmement, et surtout, je ne dis pas du tout qu'elles sont coupables, mais sont présentes et au courant, à l'évidence, lorsque des milices chrétiennes vont assassiner combien 1000, 2000, 3000 Palestiniens dans les camps de Sabra et de Shatila. Et donc, à partir de là, l'image d'Israël va se détériorer, et elle ne cessera, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, de se détériorer. Donc, l'image d'Israël se détériore. L'antisémitisme classique d'extrême droite ressurgit, et les transformations qui, à l'intérieur même de la société française, concernent le monde juif, ces transformations vont aboutir à la naissance, ou à la renaissance, d'un antisémitisme propre à certaines parties du monde issu de cette immigration maghrébine qui n'existait pas sous cette forme-là 10 ou 20 ans plus tôt. Puisque dans les années 50-60, c'est l'exemple de votre père, je pense, on venait en France, mais on revenait au pays. C'est fini tout ça à partir du milieu des années 70. Et donc, il y a eu une quinzaine d'années, fin des années 60, années 70, où un modèle néo-républicain fonctionnait bien, avec une certaine visibilité des Juifs, et en même temps, aucune mise en cause de l'idée républicaine. Je crois qu'on est très au-delà de tout ça, mais ça nous a permis de réfléchir. Je ne dis pas du tout qu'il faut retrouver ce modèle néo-républicain, mais je crois vraiment qu'il faut se demander à quelles conditions un dialogue dans lequel les Juifs et les musulmans auraient un rôle central, mais pas unique. On peut imaginer d'autres parties prenantes à des débats, bien sûr, mais un dialogue permettrait de réfléchir à ce que peut être le modèle, j'ose plus dire néo-républicain, mais je dirais l'aggiornamento de notre modèle républicain qui permettrait de fonctionner sur des meilleures bases. Voilà un peu l'idée de cet ouvrage. Je vous l'ai présenté trop rapidement. J'insiste juste pour conclure sur une ou deux caractéristiques qui nous rassemblent tous ici. Je crois que nous sommes tous convaincus que ces problèmes ont à la fois une dimension interne à la société française et une dimension géopolitique, une dimension planétaire, premièrement. Que deuxièmement, ces problèmes ont une histoire et que par conséquent, qu'il y a dans tout ça de la mémoire et qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, que nous avons la plus vive conscience que tout ceci est très difficile, mais puisque vous nous avez un peu invité à réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment est-ce qu'on pourrait agir, je pense que si le raisonnement dont je viens de vous parler est juste, l'idée d'essayer de faire vivre un modèle républicain pur et dur, dans lequel les Juifs redeviendraient des Israélites et les musulmans deviendraient je ne sais quoi, cette idée me semble à côté de la plaque. Et que nous ne pouvons pas continuer à croire que nous nous en sortirons avec des incantations purement, des incantations purement répressives très souvent sur le mode la République est une et indivisible, point final, et c'est ce qu'il faut apprendre à nos enfants. Voilà ce que je voudrais proposer comme façon de réfléchir, qui ne plaira pas à tout le monde. Mais... Merci, Michel Yevorka. Donc, juifs, musulmans, israélites, enfin, voilà, on tourne autour de cette histoire, mais c'est étonnant, on n'a absolument pas parlé, ou très peu, du rapport sacré, et de la question justement du religieux en tant que tel. Et Rachid Benzine, avec Delphine Orviller, a publié des mille et une façons d'être juif ou musulman. J'aime beaucoup le ou. Justement, Delphine Orviller, qui n'est pas là, et Rabin, je ne sais pas comment on dit. Madame le Rabbin. Ok, d'accord, je saurai. Merci Rachid. Et on a là un dialogue. Alors, c'est ça qui est intéressant, qui n'est pas du tout, à mon sens, enfin, moi qui l'ai lu et qui ai vu tous les ouvrages ici, qui n'est pas un dialogue irénique, hein, c'est pas au-delà de nos différences, on va se rassembler. Non, quelles sont ces différences? Sur quel lieu est-ce que ça se passe? Et comment ça se... Qu'est-ce qui se passe une fois que ces différences sont dites, de la possibilité de prendre la parole et d'être dans l'échange?
Est-ce que c'est bien ça? Absolument. Et je partirai simplement pour rejoindre mes camarades qu'aujourd'hui nous avons affaire à un déficit d'histoire et à un excès de mémoire. Et cet excès de mémoire donne les représentations qui sont complètement fantasmées de part et d'autre. C'est pour ça qu'avec Delphine, le livre commence par d'abord le texte et le rapport à l'histoire. C'est-à-dire que souvent dans les analyses, on prend à la fois la dimension historique, sociologique, anthropologique, mais que la dimension religieuse, comme nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux, et comme nous sommes souvent des anciens marxistes, léninistes, etc., nous n'avons qu'une seule grille de lecture et nous pensons que le religieux, finalement, n'est pas très important. Or, aujourd'hui, la question du religieux est un élément important parce que la question des croyances, les croyances ont des effets sociaux, psychologiques et politiques, qu'on le veuille ou non. Et que nous sommes héritiers d'une histoire et que nous sommes héritiers notamment de conflits. La question est de savoir, lorsque nous parlons de juifs et de musulmans, qu'est-ce que nous faisons de cet héritage qui est finalement aussi complexe. Il y a eu des belles choses à travers l'histoire, mais il y a aussi parfois des choses que nous retrouvons aujourd'hui dans notre inconscient collectif. Donc le rapport à l'histoire est fondamental pour dire que ces textes-là ne tombent pas du ciel. Ils s'inscrivent dans le temps des hommes, ils s'inscrivent dans le temps de l'histoire, dans une langue, dans un langage, dans une culture, et que c'est très important de tenir compte de cette épaisseur de l'histoire. Moi qui ai eu l'occasion de travailler ces 2 dernières années sur les rêves de Daesh, sur la littérature de Daesh, et que la question du rêve de l'unité, le rêve de la pureté, le rêve de la dignité, le rêve du salut, sont des éléments importants et qu'aujourd'hui, dans la République, un des termes que nous avons, c'est qu'il y a une difficulté, c'est que nous ne savons pas combattre le fondamentalisme religieux. Et que ce fondamentalisme religieux prétend revenir et il fonctionne sur 2 bases qui sont importantes. Sur d'abord la question de l'authenticité et la question de la pureté. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus un religieux qui est complètement déconnecté de sa propre histoire et qui se reconstruit un passé en fonction des enjeux qui sont complètement nouveaux. Et cette question de la pureté, on le voit bien, passe aujourd'hui par l'alimentaire et le vestimentaire, 2 manières de reconstruire de l'identité. Et dans cette manière de reconstruire le nous et le eux, c'est-à-dire que les individus ne parlent plus à partir de leur propre subjectivité ou à partir de leur propre individualité, mais lorsque quelqu'un dit « je », on entend, lorsqu'on entend l'oreille, on entend un « nous », c'est-à-dire que les gens sont assignés à des communautés religieuses, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout la communauté nationale qui fonctionne, mais les gens appartiennent à des groupes, et c'est au nom de ce groupe-là que les uns et les autres vont entrer dans des processus de victimisation, où chacun va pouvoir dire quel est son bobo, et en sachant que notre bobo est beaucoup plus important que, je dirais, le reste. Et tout cela arrive à un moment où la République ne tient plus du tout, je dirais, la promesse qu'elle met en avant à travers ce processus de la laïcité dont nous parlons souvent. Et en même temps, nous sommes à un moment où l'universel lui-même est en crise. Et que l'universel, nous l'avons hérité à partir d'un pays des droits de l'homme, et nous l'avons aussi hérité à travers le processus de la colonisation. Et donc tout cela, toutes ces catégories avec lesquelles nous avons pensé aujourd'hui deviennent de plus en plus obsolètes, et que les gens aujourd'hui sont réduits à des assignations communautaires, c'est-à-dire qu'on nous entend plus que des groupes qui peuvent parler au nom d'eux. Et toute la question, c'est comment retrouver de la subjectivité tout en acceptant qu'il y ait des appartenances finalement assez multiples dans un temps où nous développons cette idée du communautarisme. Et que le religieux va devenir un élément de plus en plus important, et peut-être il y a peut-être une mauvaise nouvelle, c'est que le futur du religieux, c'est le fondamentalisme. Et que nous ne savons pas y faire parce que nous sommes devenus des analphabètes d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que, et on le voit bien, moi qui enseigne à l'université, la difficulté de faire des approches historico-critiques de l'islam, nous ne savons plus du tout faire ça. C'est-à-dire que nous avons perdu tout un pan entier d'un certain nombre de savoirs dont nous avons absolument besoin, et que la laïcité est revendiquée aujourd'hui comme une espèce de mantra, en pensant que c'est la solution à tous nos problèmes, et on lui fait porter des choses qu'elle n'a pas apportées. Comme les frères musulmans disent l'islam est la solution, on pense que la laïcité est la solution, alors que la laïcité est une tradition critique qui doit être absolument, un élément qui est vivant. La grande problématique que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des luttes qui sont complètement, fragmentées et fragmentaires, où les juifs vont s'occuper de l'antisémitisme, où les musulmans vont s'occuper de l'islamophobie, et lorsqu'il y a un acte antisémite, on pense que c'est le problème des juifs.
alors que c'est un problème national. Et donc le fait de ne pas considérer que c'est un problème national, que l'islamophobie n'est plus du tout, c'est pas du tout un problème national, nous parcellisons complètement, je dirais, ces luttes. Et qu'aujourd'hui, il s'agit de retrouver une lutte qui se veut transversale, prendre le religieux finalement au sérieux, réinscrire la question des épaisseurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que le discours coranique entre en conflit avec un certain type de judaïsme. Personne ne peut le nier. On ne peut pas non plus nier que dans la tradition prophétique, nous retrouvons un certain nombre de choses qui relèvent d'un certain type de judaïsme. Et je crois qu'il ne faut pas être dans le déni. Moi, je le dis souvent, vous savez, la question de ce qui nous arrive avec Daesh, etc. Je dis que Daesh fait partie aussi de l'islam. Ce n'est pas tout l'islam, mais c'est une partie aussi de l'islam. C'est aussi une partie du conflit de ce que nous avons au Proche-Orient avec la politique occidentale. Mais cela ne sert à rien d'être dans le déni, parce qu'à force d'être dans le déni, nous allons directement, je dirais, contre un mur. Et je crois que le travail critique me semble fondamental et que c'est à travers ce travail critique à la fois dans la République, dans ce qu'elle a raté et de ce qu'elle continue à rater et des enjeux qu'elle refuse absolument de prendre en compte en pensant que la République est une et indivisible. J'ai l'impression d'entendre le monothéisme, Dieu est un et indivisible. Vous voyez, donc toutes ces catégories théologiques que nous avons eues sur le religieux, nous sommes en train de le mettre au niveau de la République. Or, je trouve qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des nouvelles problématiques, ce qui suppose de mettre en place de nouveaux outils pour prendre ces problématiques-là. Et que ça ne sert à rien d'aller effectivement sur ces incantations, de dire que l'islam c'est la paix, que ça n'a rien à voir. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et je crois qu'il y a ce véritable travail, d'autant plus que nous sommes endettés. Nous sommes endettés de par nos propres traditions, de par notre propre héritage, mais que tous les textes religieux s'inscrivent, quand je dis dans le temps des hommes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire la Bible sans connaître la culture de la Mésopotamie, sans connaître les civilisations assyriennes, etc. On ne peut pas comprendre le Coran si on ne comprend pas comment il utilise les figures bibliques, parce qu'il y a l'Abraham de la Bible, puis il y a l'Abraham du Midrash, il y a l'Abraham des commentaires rabbiniques, puis vous avez l'Abraham du Coran, qui n'est pas le même entre la Mecque et Médine, si on veut rester, je dirais quelque part, si on veut rester traditionnel, mais lorsqu'on fait des études dans le Coran, il faut rajouter un troisième contexte qui n'est pas suffisamment pris en compte, qui est celui de Damas. Vous voyez, donc c'est tous ces éléments-là, et toute cette histoire, à mon avis, qu'il s'agit de pouvoir revoir et surtout lire ensemble les textes, parce que lire ensemble les textes, et je terminerai par cette citation de Paul Ricoeur qui dit que les religions sont comme des langues, et c'est très important de comprendre la langue de l'autre à partir d'autres présupposés que les siens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Rachid Benzi. Je voudrais juste rajouter que le livre, justement, brasse ce qui vient d'être abordé rapidement, et précisément l'échange repose sur des discours qui se situent toujours à plusieurs niveaux et qui les croisent. On est effectivement sur le souvenir des dieux anciens, ce qui est essentiel évidemment dans cette histoire, mais également sur des commentaires talmudiques, également sur des blagues. Madame le rabbin, elle n'est pas Madame le rabbin pour rien, donc elle raconte des histoires à hurler de rire quand même. Rachid Benzi. Je voulais simplement dire qu'en 2018, elle se produit à l'Olympia avec les blagues juives qu'elle raconte. Ça promet. Mais vous-même, vous n'êtes pas en reste. Il y a une façon de renvoyer. Alors, j'ai pas le temps de renvoyer à tel ou tel hadith. Je suis désolé, ça m'a fait hurler de rire tout seul la nuit dans mon fauteuil. Une histoire de chameau. J'ai trouvé ça tellement révélateur et tellement extraordinaire. Et en même temps, une considération qui est très très intéressante, qui concerne le fondamentalisme. Et vous arrivez à un relatif accord, Delphine et vous, sur le fait que des deux côtés, les fondamentalistes, d'abord, ils sont pas marrants, mais ils sont très proches finalement les uns des autres. Okay, et ça, c'est aussi une dimension qui permet de fabriquer de l'interprétation et aussi de comprendre dans quelle mesure, si la République n'arrive pas à le prendre en compte, c'est parce qu'il y a aussi là des phénomènes de résistance. Et peut-être c'est sur ces résistances-là qu'il faudrait travailler. Je me tourne vers vous, Adil Jazouli, parce que on a beaucoup parlé, effectivement, on était du côté de la raison, du côté de l'émotion, mais là, vous nous racontez une histoire, vous mettez en scène des personnages, et vous testez
ces personnages à travers 3 histoires. C'est 3 fois la même histoire, mais c'est toujours une histoire différente, et avec une conclusion qui est nettement nuancée. Alors, qui est ce personnage de Gabriel Gibril, qui est le lien entre les 3 histoires? Merci. C'est une fiction, hein, c'est pas un essai, c'est pas une thèse. Et c'est ma première fiction, donc j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire. C'est pour vous dire un peu la difficulté de se mettre à un style différent, une manière d'écrire différente. Mais je ne pouvais pas écrire autrement, parce que ce livre a une origine très claire, ce sont les attentats de Charlie et d'Hypercacher de 2015. Et comme beaucoup d'entre nous, on a subi personnellement les ondes de choc de ces attentats, et on les a vus dans notre entourage, dans nos entourages. Je pense que ce sont des attentats qui ont beaucoup marqué, à beaucoup de niveaux. Donc écrire des textes plus ou moins sociologiques ou analytiques, j'en étais incapable, tout simplement. J'avais pas la distance parce que trop de douleur et trop d'implication. Et donc la seule manière qui m'est apparue à ce moment-là d'écrire sur ces questions, c'est d'inventer des personnages, des situations à travers lesquelles je pouvais faire passer un certain nombre de paroles, d'analyses et de prises de position. Donc, pour faire passer des choses très fortes par des femmes, 3 femmes, Marie, Myriam et Myriam, 3 femmes françaises de la cinquantaine, qui sont chacune croyantes, une catholique, la 2e musulmane, la 3e juive, mais toutes très laïques. Donc on est dans quelque chose qui est très banal en France. On a plein de gens qui sont croyants et laïques. Elles vivent dans la société de manière tout à fait normale, ordinaire. Il se trouve qu'elles ont en même temps, mais ça c'est la fiction, au moment des attentats, une relation amoureuse, une passion amoureuse avec un personnage qui s'appelle Gabriel. Marie, rien, tout ça c'est pas un hasard. Gabriel, lui, n'est pas du tout français, même s'il est né à Paris. Il est d'origine très particulière, il est de père libano-palestinien et de mère juive égyptienne. Voilà. Et il a grandi à Beyrouth et à Londres, donc il n'a aucune notion de laïcité. En plus, il est anthropologue. Donc lui, tout ce qui est laïcité, tout ce qui est ces notions qui sont dominantes en France, il ne sait pas son mode de pensée. Et pour lui, il a ce qu'on appelle le relativisme culturel. Pour lui, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, tout le monde se ressemble. Il n'y a pas de suprématie d'une culture sur l'autre, ni d'un mode de pensée sur l'autre. Il estime que chacun a le droit de vivre à sa manière. Au moment des attentats, bien sûr, on voit bien que tout ça, ça monte en puissance. On voit bien les antagonismes qui montent et les crispations identitaires qui montent. Et en fait, tout le travail de cette fiction, c'était à travers cette passion amoureuse que chacune de ces femmes a eue avec cet homme, montrer les contradictions, les impasses, les sentiments, les désarrois dans lesquels se trouve chacun. Ces personnages, autant les femmes que cet homme, vivent quelque chose de très beau, une passion amoureuse, mais la réalité des choses, la montée de l'islamisme pour Marie, la montée de l'islamophobie pour Myriam et la montée de l'antisémitisme pour Myriam fait en sorte que des contradictions et des conflits arrivent à des summums. Donc, toute la fiction est autour de ça, mais bien sûr, il y a des histoires dans les histoires. Il y a l'histoire de la famille dans Marie dans l'histoire.
Il y a l'histoire de la famille de Maryam dans l'histoire. Il y a l'histoire de la famille de Myriam, juif séfarade, dans l'histoire. Parce que pour expliquer la manière dont chacun agit, il faut ramener son histoire. Je ramène leur histoire aussi. Donc en fait, il y a des histoires dans les histoires, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est très bien, je vous rassure. Mais sur le mode de la fiction, pour essayer tout simplement, parce que au moment de la rupture amoureuse, il se dit des choses très dures. Et donc, effectivement, les choses qui se disent à ce moment-là, dans les trois histoires, sont des choses qui sont très dures pour tout le monde. Personne ne sera content de ce qu'il va entendre, de ce qu'il va dire. Et pour les laïcs purs et durs, et pour les musulmans, et pour les juifs. Qu'on soit clair. Donc, c'est effectivement, il se dit des choses, et pour Israël, et pour. Donc, il se dit des choses parce que c'est une passion amoureuse, justement. Et dans les passions amoureuses, au moment de séparation, qui sont un moment très dur, les paroles se libèrent. Donc il a fallu trouver les mécanismes d'écriture pour arriver à ce que les choses se disent, elles soient comprises, elles soient entendues. Donc c'est un ouvrage qui a je l'ai écrit comme une sorte de miroir dans lequel on peut tous se regarder. On ne va pas tous s'y reconnaître, on va certainement y reconnaître debout de soi, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a entendu autour de soi, de ce qu'on imagine qui se dit dans d'autres cercles. C'est aussi, pour terminer, c'est aussi une fiction qui ne dit pas l'impossibilité de vivre ensemble, qui dit la difficulté de vivre ensemble. Parce que c'est difficile de vivre ensemble. Faut pas se leurrer. On le sait très bien que c'est difficile de vivre ensemble. Et que donc, l'important, c'est pas de se dire on va s'aimer parce qu'on a une histoire commune. Non, l'histoire de se dire, mais je pense que mes collègues ici ont dit à peu près la même chose, et il faut se dire un certain nombre de vérités pour pouvoir vivre ensemble sur des bases relativement saines. Donc, c'est à la fois un livre dur par certains côtés, mais c'est un livre très ouvert, avec beaucoup d'espoir, mais il y a tout un travail, je pense, à faire sur nous-mêmes pour arriver à se respecter, à vivre ensemble et éventuellement à s'aimer. Je me permets d'ajouter deux, trois petites choses, si vous me le permettez, Adèle. C'est effectivement un roman d'amour, donc de séparation, on sait un peu tous ce qu'il en est. C'est également un roman d'un érotisme assez nettement marqué. Et précisément, vous vous êtes pas arrêté. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure sur cette histoire, et ça rend précisément le contexte de la séparation nettement plus propice à... Sur l'histoire d'amour, donc il y a de l'amour. Oui, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est aussi dans la littérature. Ça on ne perd pas de vue. Et que précisément, il y a cette dimension-là qui est très nettement marquée. Hein, il n'y a pas de dissimulation, c'est ça que je veux dire. Et ce que je veux dire par là, c'est difficile de trouver les mots, c'est que ça rend d'autant plus terrible ce que les amants s'envoient à la figure au moment de la séparation. Parce que là, c'est terrifiant. Je pense que chacun a vécu un peu ça. On n'est pas obligé de rajouter. Si on fait le tour de la salle, on va pouvoir se trouver quand même. Donc, voilà. Ce qui veut dire qu'effectivement, là aussi, la littérature est tout à fait propice à traiter de ce type d'histoire. Je vous propose qu'on fasse passer un micro dans la salle. Vous puissiez poser des questions à notre aéropage. Simplement, je vous demanderai d'être relativement bref dans ces questions, que les réponses le soient aussi. Je vais être infernal parce qu'il se trouve que ça se termine à 16h et qu'à 16h, moi j'embraye dans la salle d'à côté sur un autre café littéraire. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. Oui, j'ai... À Benjamin Stora, je voulais dire d'une part que j'ai lu quelque chose d'un peu différent de ce qu'il a dit à propos des attentats. J'ai lu que
que les attentats anti-musulmans avaient diminué, mais les attentats antisémites avaient augmenté. Oui, dans les et d'autre part, j'aurais voulu qu'il explicite la question qu'il a posée à la fin. Je n'ai pas très bien compris ce que veut dire, faut-il activer 1500 ans de mémoire ou pas? Je n'ai pas bien compris la question et j'aimerais bien aussi si Michel Vivorca pouvait aller un tout petit peu plus loin à propos de aller au-delà de la République une et indivisible. Voilà. Sinon, merci à tous les intervenants. Juste sur les chiffres qui sont sortis hier, les agressions antisémites ont baissé. Et les agressions anti-musulmanes ont progressé. Sauf que la seule vraie différence, c'est qu'il y a 10 fois moins de juifs que de musulmans. Donc l'intensité ressentie par les agressions antisémites elle est toujours aussi forte, même s'il y en a moins. Donc, et c'est la seule, les chiffres sont là, les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, et on attend la validation de la part de l'autorité consistoire, enfin de juive, mais ce sont des chiffres maintenant qui sont relativement stabilisés. Donc c'est un comptage qui a ses limites, parce que c'est déclaratif, on est bien d'accord. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des déclarations qui sont recensées. Donc tout ça, tout le monde le sait en termes de recherche, il faut les chiffres à manier avec une certaine prudence. Oui, alors sur la question de la réactivation des mémoires, il y a encore une fois pour moi, là je parle tout à fait personnellement, il y a deux façons d'aborder cette histoire des rapports entre juifs et musulmans. Une version exclusivement religieuse, du retour au religieux, qui consisterait à lire attentivement la Bible et le Coran. Et puis il y a une autre version qui est certes pas d'éliminer la lecture religieuse, mais qui est d'y ajouter une dimension civilisationnelle. La civilisation et l'histoire de cette civilisation ne se réduit pas à la religion, mais elle se réduit aussi à des histoires, à des rapports et des relations à la fois sociales, de classe. Je suis désolé d'être un peu marxiste, archaïque, archéo, arriéré. Ce sont des rapports dominants-dominés, ce sont des rapports entre les hommes et les femmes. Et dans la civilisation, il y a aussi d'autres aspects comme la musique, la langue, les circulations culturelles qui passent à travers la cuisine. Bref, tout ce qui constitue, disons, le fond d'une histoire très compliquée et qui ne peut exclusivement pas se réduire dans la liturgie religieuse dans laquelle personnellement j'ai baigné pendant très longtemps avant de m'en séparer. Donc, je dirais que cette question de la réappropriation d'une mémoire commune de 1500 ans, elle passe par tous ces aspects-là. La langue, la culture, la civilisation et l'histoire politique. Parce que la question des nationalismes et de la question coloniale sont des questions décisives. Et ça appartient à l'histoire. Ça appartient pas à la question de la Bible et du Coran. Le rapport à la colonisation, les imaginaires de résistance, les refus de soumission et les combats politiques livrés par les grands-pères et par les pères se sont pas faits exclusivement au nom de la religion, mais au nom des reconquêtes politiques de souveraineté perdue. Et la question nationale n'était pas exclusivement une question religieuse, c'était une question politique. Or, aujourd'hui, la méconnaissance qui existe, notamment dans les jeunes générations issues des immigrations maghrébines, c'est la méconnaissance complète des combats livrés politiquement par les pères et les grands-pères, mais ce n'est pas la méconnaissance de la religion. Ils ne savent pas qui est Messali, comme le sultan du roi du Maroc, comme Bourguiba, comme l'histoire des nationalismes politiques. Ils ne les connaissent pas. Ils ne savent pas quel a été le combat politique livré en France par ceux qui étaient des anticolonialistes et qui refusaient le système colonial. Ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas exclusivement la question de la religion qui va régler cette question, mais c'est dans la connaissance de l'histoire du Maghreb, de la langue arabe, de la langue berbère qu'on pourra lutter. C'est une question décisive. Et il y a des interprétations différentes, y compris dans cette tribune. Il y a des lectures différentes, il faut le dire. J'ai pas une lecture, encore une fois, qui soit exclusivement religieuse, mais beaucoup plus vaste, qui est, effectivement, au sens où Brodel le définissait, qui est la reconquête de toute une civilisation perdue. Et c'est un travail énorme, qui ne peut pas passer uniquement par des interprétations différentes du Coran et de la Bible, mais par la connaissance précise
de toutes les questions historiques posées par des siècles d'histoire commune. Et ça, c'est un travail énorme, tel que nous avons essayé de l'initier avec Abdelwahab Deb dans ce livre d'histoire des relations entre juifs et musulmans, avec 120 chercheurs, et qui est un travail qui a duré une dizaine d'années, et qui est très long, qui est très difficile, qui peut être critiqué d'ailleurs, qui peut être contesté. Mais c'est un travail indispensable, on ne peut pas faire l'économie de toute la richesse complexe d'une histoire multiséculaire entre juifs et musulmans. Merci. Michel Devorka va vous répondre. Je suis obligé d'être extrêmement schématique. Il y a trois orientations possibles par rapport à la question de ce modèle républicain actuel. La première réponse consiste à dire il faut absolument retourner, je vais le dire de façon caricaturale, retourner au modèle fondateur, j'ai envie de dire vive la Troisième République. Pure et dure. D'autres diront, deuxième réponse, bazardons tout ça, américanisation de la société, ou je dirais même libanisation, que sais-je, que les communautés, que les minorités prospèrent. C'est ni l'une ni l'autre qui me semble être la voie de la sagesse et de la raison. La question, qui est une question qu'on peut formuler, sans peut-être avoir des réponses simples, c'est comment conjuguer le respect absolu des valeurs ou de l'idée républicaine et la reconnaissance des particularismes, y compris dans l'espace public. C'est le chemin vers lequel il faut aller, mais ce n'est pas facile. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la crise de l'idée républicaine, ou plus exactement la crise de notre capacité à faire vivre l'idée républicaine, est tellement grande que le seul chemin raisonnable, c'est celui que je viens d'indiquer. Ni on bazarde tout, ni on se fige dans une conception pure et dure, que je crois incantatoire. Merci. Je crois que Rachid voulait réagir. Je voudrais simplement interpeller Jamas Torah sur laquelle je crois qu'ils ne semblent pas avoir entendu la première phrase que j'avais dit quand je parle de la notion de déficit d'histoire et d'excès de mémoire. Et je ne pense pas que dans mon travail sur le religieux, je mette de côté l'histoire, parce que l'histoire elle est fondamentale, puisque le religieux s'inscrit dans l'histoire. Donc je pense qu'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit et que c'est très important de tenir compte de toutes les dimensions de l'expression humaine et d'inscrire tout cela dans le social, puisque dans mon travail, je lis le religieux au prisme du social, parce que le social produit du religieux. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop caricaturer les expressions des uns et des autres. Et ça, c'est important. La deuxième chose, et on le voit bien que la troisième génération est en train de chercher une souffrance par procuration parce que le travail de l'histoire n'a pas été fait, le travail de la mémoire qui n'est pas apaisé. Or, cette troisième génération qui est fondamentale, sans oublier les lectures marxistes qui sont quand même importantes, mais qui ne devraient pas être la seule grille de lecture, je pense qu'il faut multiplier les grilles de lecture, cette troisième génération, qu'on le veuille ou pas, s'intéresse aux religieux. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme cela, elle s'intéresse aux religieux. Donc la question, c'est qu'est-ce que nous faisons à partir de cela, puisqu'elle s'intéresse aux religieux. Donc soit on part du religieux et on l'inscrit dans l'histoire et on dit que cette histoire-là, elle a une longue histoire, et c'est très important de remettre la question des sociétés, des rapports de pouvoir, etc. Ou soit on nie complètement ça et on leur dit votre histoire, le Maghreb, etc. Et ça, ce qui est une autre problématique. Mais quand moi je vais dans les quartiers populaires, etc., la question de la dimension religieuse, de la question de l'identité religieuse est un élément fondamental. Et lorsque je vais rencontrer un certain nombre de djihadistes depuis 2 ans au niveau des prisons, ils vous parlent à la fois du religieux et des rapports entre l'Occident, l'Orient, et la question des Juifs par rapport au texte religieux, elle est fondamentale. Et donc, je ne dis pas qu'il faut simplement aller vers là, mais il faut partir de là. Il faut partir de là où les gens sont, parce que c'est peut-être pas la réalité que nous souhaitons, mais cette réalité, ces représentations, cet imaginaire-là, il me semble-t-il fondamental, et d'où la nécessité de multiplier toutes ces expressions. Et je ne suis pas en train de dire que le religieux est la seule expression et la seule porte d'entrée, mais je dis attention, ne pas tenir compte de ce que là où les gens sont, de ce que disent les gens et de ce que veulent aussi les gens, c'est à mon avis se tromper aussi d'analyse. Pour partir
partir du religieux, mais si c'est pour revenir au religieux, je suis pas d'accord. Moi, je suis pour partir du religieux, bien sûr. Les gens sont croyants, djihadistes, salafistes, et tout ce que tu veux. D'accord. Mais c'est pour aller où? C'est pour leur dire que Osinaï Ahmed, Krim Belkacem, Mohamed Boudiaf, ils ont fait le combat pour la libération de l'Algérie au nom de l'islam. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pour leur dire au contraire quel a été le combat politique livré par tous ces gens-là. Quels ont été les programmes politiques des mouvements anticolonialistes. Donc moi je suis d'accord pour partir du religieux, mais c'est pour aller où? Si c'est pour rester enfermé dans la lecture coranique, ah bah là on a une divergence. Si vous permettez, excuse-moi. Je vais juste répondre à Benjamin. Je crois que, Benjamin, je te lis beaucoup plus que tu ne me lis. Merci. Mohamed Chirani voulait essayer de mettre tout le monde d'accord. À mon avis, ça va être compliqué. S'il vous plaît. Vu qu'il ne reste plus beaucoup de temps, moi je voulais juste dire que je suis d'accord avec tout le monde. En fait, je suis le seul ici à ne pas être docteur. Je suis le seul ici à avoir qu'un master ou deux, et pas encore doctorant. Mais je suis d'accord, je crois que tout le monde dit la même chose, mais en fait, chacun parle de son angle, et on est tous d'accord que c'est un phénomène global qui touche la totalité de la société. Quand mon travail à temps plein, c'est de rencontrer des jeunes, entre guillemets, radicalisés, et ils sont loin, ils sont anti-juifs, anti-laïcité, anti-république, anti-autres musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux, anti-tout. Quand je suis face à ces jeunes, je suis obligé, et là je rejoins Rachid, pour après rejoindre M. Stora, je suis obligé de partir de la thématique religieuse. Sinon, ils sont sourds, ils ne peuvent pas entendre autre chose. Ça veut dire, si je viens, je leur dis « Ah, ma séance sur la laïcité que je fais, laïcité, religion et islam, et judaïsme, etc., c'est la 6e, 7e séance. Je ne peux pas arriver à la première séance et leur parler de ça. Je suis obligé de commencer par la question religieuse parce qu'ils ne voient qu'à travers ça. Et je les prends par la main. Et c'est en les prenant par la main qu'on commence à parcourir un chemin. Et pour passer à autre chose, l'histoire, le fait religieux, l'historiographie, la sociologie, revenir sur la question de la colonisation, de la mémoire, et c'est-à-dire je dois jongler entre des versets sur juifs, musulmans, hadiths, des traditions prophétiques, et revenir sur l'histoire. Ça veut dire ce vécu ensemble, cette mémoire, cette histoire qui a été traitée dans ce grand ouvrage de Abdelwahab Deb et Benjamin Stora. Donc en fait, on a besoin de toutes ces approches face à un phénomène global. Il faut juste être pragmatique. Voilà ce que je voulais dire. Merci tout le monde. On va s'arrêter là. Je tenais à vous remercier de votre présence. Merci aux intervenants. Et je vous rappelle que vous avez le droit de vous précipiter à la librairie pour aller acquérir ces livres merveilleux et les faire dédicacer.